Nous voilà arrivés au panel. L'objectif du panel, c'est de dessiner les contours de ce que pourrait être cet autre monde qu'on appelle de nos voeux. Comment développer des alternatives à l'ordre actuel? Quels éléments nous permettraient de structurer la nouvelle société de droits humains qu'on voudrait voir apparaître? Donc, c'est un peu ce qu'on a demandé à nos panélistes cet après-midi. On va débuter avec M. Roger Lanoux. Il est membre du conseil d'administration d'Attaque Québec depuis 3 ans. Il a passé 32 ans chez Hydro-Québec jusqu'en 2004. Et les dernières années, il a travaillé comme vice-président en recherche et planification stratégique. Plus récemment, il a été coprésident avec Normand Mousseau de la Commission sur les enjeux énergétiques du Québec. Il a aussi été actif dans divers groupes communautaires dans Pointe-Saint-Charles entre 1972 et aujourd'hui. Par exemple, dans les années 90, il a été président du réseau, c'est-à-dire la relance économique et sociale du Sud-Ouest. Pendant 9 ans, Actuellement, il est au CA de Cité des bâtisseurs, un projet de 115 logements pour les personnes âgées. Il est aussi impliqué au Secrétariat international de l'eau, une ONG basée à Montréal depuis 20 ans, axée sur l'accessibilité à l'eau potable pour les plus démunis, particulièrement en Asie centrale et en Afrique de l'Ouest. Et enfin, c'est un auteur qui a écrit « Société d'État, pourquoi pas ?» avec Taïeb Afsi, si je le prononce bien, des HEC, qui démontre qu'une société d'État peut être aussi, sinon plus performante qu'une société à capital privé, socialement bien sûr, mais aussi économiquement et financièrement. Ça compte-tu dans mon 15 minutes? Non. C'est pas mal long. Bonjour tout le monde. Alors, vous avez dans le document perspective que vous avez dans le document à l'entrée, là, un texte de Claude Vaillancourt, qui est président d'Attaque Québec, dont je me suis inspiré pour ce que je vais vous dire. Il donne certains exemples plus en détail que ce que je vais faire. Alors, ça s'intitule « Repenser l'ordre économique, alternative au système fiscal et financier ». C'est sûr que l'ordre économique actuel n'est pas favorable à l'égalité des personnes et au respect des droits, c'est certain. Dans toute l'histoire de l'humanité, jamais une minorité de riches n'a autant possédé. L'extrême richesse donne une série de privilèges à ces gens-là. Bien sûr, l'avantage d'avoir beaucoup d'argent et beaucoup de biens matériels, mais aussi la possibilité de s'organiser pour payer moins d'impôts, un meilleur accès à la justice qui, elle, coûte de plus en plus cher, et surtout la capacité d'intervenir sur les décisions politiques, y inclut la définition de ce que sont les droits et y inclut la définition de comment est organisée la justice. Et ça, ils font ça par un lobbying intensif, de la publicité, l'utilisation de médias de masse, etc. S'ensuit un décalage assez important, considérable entre les solutions pour transformer ce système, qui sont nombreuses et qu'on peut voir pourraient être pragmatiques et implantables, et l'absence de volonté politique pour les appliquer. En pratique, les gens au pouvoir parviennent même à présenter comme irréalistes, idéalistes, voire extrémistes, ces solutions dont les conséquences seraient nettement profitables à la majorité de la population. Solutions qui ont déjà été appliquées avec succès ou encore qui seraient techniquement faciles à implanter. Alors, je vais en évoquer quelques-unes de ces solutions dans 4 domaines: finances, fiscalité, commerce et même en droit. En finance, une des mesures évidentes à prendre est de séparer les banques de dépôt des banques d'investissement. Les États-Unis ont implanté quelque chose de semblable à partir de la crise des années 30 par le Glass-Steagall Act qui s'est maintenu de 1933 jusqu'à ce que Clinton l'affaiblisse puis le fasse disparaître en 1999. Puis cette mesure-là vise à empêcher 2 choses. 1, de transformer les dettes des individus en titres financiers sur lesquels spéculer. C'est ça qui a été la principale cause de la crise de 2008. Puis deuxièmement, elle vise à empêcher d'augmenter la taille des banques parce que plus les banques de dépôt et d'investissement se fusionnent, ça les rend très gros.
Et la disparition de cette réglementation, Glass-Steagall Act, a facilité la concentration des banques qui sont devenues tellement gigantesques qu'elles ne peuvent pas faire faillite, vu que leur disparition assécherait des millions de personnes financièrement. Leur sauvetage à coût de milliers de milliards de dollars des contribuables, en compensation pour leurs prêts et spéculations irresponsables pendant la dernière crise, coûte et coûtera encore longtemps très cher aux populations. Deuxième mesure en finance, trouver les moyens de limiter le champ de la spéculation. Bon, on peut être d'accord avec le principe qu'on devrait interdire ou au moins minimiser la spéculation sur les aliments, sur les ressources naturelles de base ou encore sur les monnaies nationales. Et un bon moyen pour ralentir cette spéculation, puis c'est d'ailleurs la première base historique d'attaque, serait l'application d'une taxe sur les transactions financières. Et ça serait techniquement facile pour une instance qui contrôlerait les quelques 5-6 centres informatisés de la planète par lesquels passent toutes les transactions financières. Des taux différents de taxes pourraient s'appliquer aux monnaies, aux aliments, aux ressources de base selon l'objectif visé. Et cette taxe réduira, entre autres, l'ampleur d'opérations à très court terme, souvent robotisées sur des milliards de dollars transigés quotidiennement, motivées par des marges de profit très faibles, inutiles, mais surtout déstabilisantes pour les monnaies et l'économie réelle des pays. Les capitaux seraient alors moins volatiles et les économies de pays plus stables. Puis un autre aspect relatif à cette taxe-là, c'est qu'il y a des revenus. Quand c'est des taxes, ça veut dire qu'il y a de l'argent de disponible. Sur ces opérations-là pourraient être redistribuées aux services publics, à l'aide aux pays en voie de développement ou à la lutte contre les changements climatiques. Mais ça, c'est tout un autre débat. Qui impose la taxe? Qui la perçoit? Qui peut décider à quoi ça va servir? Deuxième bloc, fiscalité. Puis fiscalité mène à paradis fiscaux. C'est sûr que le monde plus égalitaire ne peut se concevoir sans une fiscalité équitable. Celle-ci commence par un rétablissement d'un impôt plus progressif qui demande une contribution plus élevée de la part des citoyens les plus aisés. Rappelons-nous que dans les années 40-50, on en était à 91 % de taux marginal sur le dernier dollar au-dessus de 250 000, 300 000 $ à peu près dans les dollars de l'époque, versus un 45 % qui, au Canada, aujourd'hui, est jugé abusif par plusieurs. Ça serait aussi, non seulement l'impôt progressif, mais nécessaire d'imposer les entreprises dans les pays même où elles réalisent leurs profits. Alors, deux choses, imposer les entreprises, qui est contesté, et deux, que ce soit imposé dans les pays où ils réalisent leurs profits. Imposer davantage les entreprises est rendu plus difficile par la concurrence fiscale qui s'accroît entre les pays. Pour favoriser l'implantation d'entreprises sur leur territoire, le gouvernement adopte des mesures de plus en plus complaisantes envers les entreprises. Puis d'ailleurs, celles-ci menacent souvent de s'en aller aussitôt qu'on leur demande une meilleure contribution aux finances publiques ou même des meilleurs tarifs d'électricité normaux. Le deuxième élément, c'est imposer là où ils font leur profit. Bien là, c'est la question des paradis fiscaux. Alors, le recours aux paradis fiscaux est tellement systématique de la part des grandes corporations que payer de l'impôt est devenu pour elles facultatif. Puis les révélations en Europe montrent, par exemple, l'ampleur du problème quand Amazon, Starbucks, Google, Apple, Microsoft ne contribuent pas aux revenus des États qui leur rendent des services, et ce, depuis plusieurs années. Pour contrer les paradis fiscaux, qui rendent inopérantes les velléités fiscales des pays, il faudrait, empêcher les banques de tenir le rôle indispensable d'intermédiaire dans le monde des paradis fiscaux, en leur interdisant d'avoir des filiales offshore, à moins que de tout révéler au fisc du pays de la maison mère de la banque. 2, il faudrait mettre fin aux accords de double imposition avec les paradis fiscaux, comme celui que le Canada a avec la Barbade, qui sont en réalité des accords de non-imposition mutuelle entre les deux pays. 3, adopter l'échange automatique de renseignements et pas seulement l'échange de renseignements sur demande d'un pays qui a déjà toutes les preuves, comme c'est ce qui a été adopté par le G20. Bien sûr, ça touche tant les entreprises que les individus, ce que le G20 a adopté, et c'est un petit pas dans la bonne direction pour lutter contre le secret bancaire qui, lui, permet d'éviter l'impôt et le blanchiment d'argent. Mais il faut aller pas mal plus loin que cette seule mesure. Troisième bloc, le commerce.
Le commerce international, ça devrait se faire sans libre-échange. Il est essentiel de revoir l'entière organisation du commerce international, actuellement composée d'une grande toile d'accords de libre-échange conçus d'abord et avant tout pour accroître les profits des entreprises internationales. Le monde a déjà commercé sans les accords de libre-échange. Le libre-échange, ce n'est pas la liberté. Ce n'est pas la disparition de la réglementation, mais plutôt le remplacement de la réglementation locale par une nouvelle réglementation internationale dotée de ses propres systèmes de justice parallèles où seuls les multinationales et les grands pays sont assez gros pour jouer. La liberté de toutes les personnes, c'est la loi de la jungle entre ces personnes et les plus fortes l'emportent. Or, les personnes les plus fortes dans le monde commercial sont des personnes qu'on appelle morales, des personnes morales, mais qui ne le sont pas vraiment. C'est des entreprises qui veulent éliminer leurs plus petits concurrents, manipuler les consommateurs et se faire financer par des collectivités en quête d'emploi. Donc, ces personnes morales ne devraient pas profiter de tribunaux spéciaux mis en place par les accords de libre-échange qui délibèrent de façon non transparente et dont les jugements sont les plus souvent favorables à la grande entreprise. Cette justice parallèle coûte très cher et surtout limite la portée de la démocratie. Elle n'a donc pas de raison d'être. Comme on voit, ces accords créent un contexte de concurrence très nocif pour les économies locales. Ça favorise le développement de gigantesques oligopoles qui contrôlent les marchés. Et cela, entre autres, en poussant à la baisse les salaires et les conditions de travail. Alors, un exemple, dans le domaine de l'agriculture, en favorisant une agriculture basée sur l'exportation. Puis basée sur l'exportation, ça veut dire que ça passe par des paradis fiscaux. Les accords de libre-échange encouragent le développement d'une agro-industrie peu créatrice d'emplois et doublement dommageable pour l'environnement, d'abord par des circuits longs empruntés par les aliments qui voyagent sans limite d'un continent à l'autre, et deux, par l'utilisation à grande échelle de pesticides, d'engrais chimiques, hormones de croissance, machinerie, énergivores, etc. Ces accords, en pratique, empêchent les pays de développer des politiques de souveraineté alimentaire et d'aider les paysans pauvres. Il faudrait donc, au contraire, que les gouvernements soient libres de soutenir l'agriculture paysanne et biologique, par exemple. Autre aspect du libre-échange, c'est que les accords sur les protections des investissements étrangers, ça devrait aussi être interdit, comme le souhaitent d'ailleurs plusieurs pays. Ces accords permettent aux entreprises de poursuivre tout pays qui a une réglementation quelconque supérieure en environnement ou en droit du travail, par exemple. On a l'exemple récent d'une firme canadienne qui a passé par une de ses filiales dans un pays en pratique, c'est du Delaware aux États-Unis, pour poursuivre le gouvernement canadien, étant donné les limites que le gouvernement du Québec a mis sur l'exploitation de gaz ou l'exploration du gaz de schiste dans la vallée du Saint-Laurent. Les compagnies devraient assumer les risques d'investir dans un pays étranger et ne devraient pas pouvoir poursuivre les gouvernements qui les empêchent de réaliser des profits à cause d'une réglementation adoptée dans l'intérêt public. Donc, l'orientation, c'est tout simplement de mettre fin aux accords qui sont négociés présentement dans le plus grand secret, sans débat public digne de ce nom. En ce qui concerne le Canada, c'est d'abord avec l'Europe et aussi celui qu'on est en train de négocier dans le monde, dans la zone pacifique entre 12 pays, incluant le Canada. Quatrième bloc, c'est le droit. Réformer ou au moins relativiser le droit de propriété. On est ici à la Ligue des droits et des libertés. C'est un drôle d'endroit pour être contre le libre-échange. Pourquoi devrait-on être contre la liberté de commercer? On est à un drôle d'endroit pour argumenter contre l'égalité de toutes les personnes. Comme je me répète, quand toutes les personnes sont libres, sans contrainte, c'est la loi de la jungle, c'est la loi du plus fort. Sauf que les personnes dont on parle ici, toutes égales en droit, incluent les entreprises, les multinationales, les États, etc. D'ailleurs, quand on regarde les revenus des avocats, plus de 80% des revenus des avocats sont gagnés en droit corporatif, c'est-à-dire leurs clients, c'est ceux qui ont les moyens de payer ces avocats. Tant que le droit ne trouvera pas... Pardon? Pas toujours. 80%? Non, ça peut être contestable, mais... Tant que le droit ne trouvera pas le moyen de donner priorité aux personnes physiques sur les autres personnes, dites morales,
la défense des droits humains restera difficile. Il faudrait trouver comment, dans un monde moderne, limiter la préséance, souvent du droit des propriétés, sur les autres droits. Possiblement, il faudrait explorer comment limiter le droit d'accumuler de la propriété. Par exemple, au-dessus d'un certain montant, je dis n'importe quoi, 5 millions de dollars par personne, il devrait y avoir un droit de limiter le pouvoir de cet argent-là. Ou encore, limiter la rémunération de l'argent, ou encore limiter le droit des créanciers sur les dettes du tenu, là encore, au-delà d'un certain montant ou au-delà d'un certain temps. Le commerce international, par exemple, devrait accorder la priorité aux personnes physiques et permettre de rehausser les réglementations selon les meilleures pratiques en ce qui concerne la protection du travail, la sécurité publique, la protection de l'environnement, plutôt que de les réduire ou les assouplir comme dans les accords qui sont négociés présentement. Bref, en conclusion, chacune de ces mesures pourrait se mettre en place sans difficulté techniquement insurmontable et créerait un monde beaucoup plus juste. On réussit pourtant à les présenter comme inacceptables et dangereuses. Plusieurs d'entre elles impliquent, pour les gouvernements principalement, deux actions qui les rebutent profondément quand il s'agit de les appliquer aux classes privilégiées: taxer et interdire. Ces mesures conviendraient pourtant bien à la grande majorité de la population qui porte sur leurs épaules l'essentiel de la fiscalité, qui sont surveillés, contrôlés par une série d'interdictions comme celle de manifester en toute spontanéité, circuler librement et parfois même de s'exprimer. Ces fardeaux ne valent pas pour les individus les plus riches et pour les grandes entreprises. Toute restriction à leur liberté est présentée comme une menace grave pour l'économie et peut faire l'objet de dures représailles. L'âpreté, l'obstination et surtout les moyens financiers avec lesquels ce 1 % soutient ses privilèges à l'aide des avocats, comptables, médias, recherche universitaire, think tank, etc., rend tout changement très difficile. Le 1 %, ou c'est même moins qu'1 %, ne cédera rien à moins d'y être obligé. Et cette fermeture catégorique et intransigeante aux intérêts du 99 % et plus de la population est un des grands défis auxquels nous sommes confrontés.